coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Sabrina, 43 ans, je vis en couple, je suis maman et belle-maman de 4 enfants, je suis enseignante, je vis à Melun en Seine-et-Marne. J'ai été diagnostiquée d'un cancer des glandes salivaires en 2010, je suis actuellement en récidive. Bonjour Sabrina, Bonjour Magali. merci beaucoup d'être là au micro d'À coup de pourquoi aujourd'hui, d'être venue jusqu'au studio. C'est l'occasion d'une petite balade parisienne. Nous nous sommes connus par les réseaux, particulièrement LinkedIn d'ailleurs. Donc je suis ravie d'avoir ton témoignage au micro aujourd'hui. Tu es cofondatrice et présidente de l'association Corasso, qui est une association spécialisée pour les personnes qui sont touchées par le cancer en dessous de la base du crâne et au-dessus de la clavicule. Dis-moi si je me trompe. Tu ne te trompes pas du tout Magali. On appelle ça les cancers tétéco. C'est souvent un anglicisme en France. On dit aussi beaucoup les cancers ORL. On dit les cancers des voies aérodigestives supérieures. Les cancers cervico-faciaux, enfin ça a beaucoup de noms différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce qui relève du visage, tout ce qui relève des sinus, de la bouche. On n'est pas spécialisé sur les cancers ophtalmiques, ni sur le cerveau, qui sont des thématiques très spécifiques, et non plus sur la thyroïde. Néanmoins, on peut avoir des problématiques communes, donc on ne ferme pas les portes. Et bien sûr, on essaye d'aider les patients et les aidants parce que, comme tu l'as dit, c'est une association pour les personnes dans le sens patient et aidant, ça nous tient à cœur. C'est très clair. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, Sabrina. Est-ce que tu peux nous dire déjà, première question, comment ça va? Merci pour l'invitation, merci pour la question. Je vais bien. Je suis très bien suivie. Je suis comme beaucoup de patientes touchées par un cancer, avec une vie, avec des hauts et des bas. Mais j'ai une chance inouïe d'avoir une ressource de résilience que je dois puiser sûrement dans ma famille et qui m'aide à voir le positif malgré une perspective qui est quand même assez difficile. Pour qu'on comprenne bien ton parcours, ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé, l'annonce de cette maladie? Alors, comment ça a commencé? J'ai reçu une convocation de l'assurance maladie pour me rendre chez le dentiste parce que j'étais enceinte et les dents des femmes enceintes sont fragilisées. Donc, je me suis rendue chez mon dentiste que je n'avais pas vu depuis des années parce que j'étais rentrée dans la vie active, parce qu'il avait déménagé, moi aussi, et puis parce que je brossais bien mes dents, donc je prenais pas le temps d'y aller. Il a ausculté mes dents, de façon très précise comme il le fait habituellement et puis au bout, d'une dizaine de minutes, il s'est figé et il avait découvert une grosseur, dans mon palais. Donc j'avais le palais très incurvé, donc moi-même, je ne l'avais pas senti. J'avais eu quelques mois avant une douleur au fond de la gorge, mais qui était passée. J'avais consulté, peut-être était-elle en train de sortir ou peut-être n'a-t-elle pas été vue à ce moment-là. Mais j'avais pas de signes avant-coureurs. C'est vraiment un coup de chance d'avoir été diagnostiquée si facilement. Quand j'ai vu mon dentiste se figer et comme je le connaissais déjà depuis plusieurs années, j'ai assez vite compris que c'était grave. Même s'il a essayé de trouver d'autres explications à cette grosseur, malheureusement, la radiologie qu'il avait pu faire en urgence le rassurait pas. Il m'a très vite orientée vers un confrère ORL que j'ai vu le lendemain et là, l'appareil photo, la biopsie, les doutes que j'avais sur, la nature de cette grosseur se confirmaient et le vendredi de la même semaine, donc ça s'est passé en quelques jours, j'avais les résultats de la biopsie et on m'annonçait un cancer, assez rare, enfin même très rare, sans encore avoir, exactement les tenants et les aboutissants.
Alors j'étais enceinte de 6 mois, c'était mon premier enfant. Tu en as 2? Non. J'ai 2 enfants. C'était toute ma vie parce que, depuis enfant, moi, je suis fille unique, je suis petite fille unique, donc même si j'ai des petits cousins adorables, ça m'a manqué toute ma vie et je voulais pas que mon enfant, manque de ça. Je voulais avoir des enfants, une grande famille et quand on m'annonce, ce cancer, le praticien qui me fait l'annonce ne prononce pas le mot cancer, il parle de tumeur. De tuméfaction, mais pas de cancer. Et l'une des premières questions qu'il m'avait posées, c'était, de me demander à quel stade de la grossesse j'en étais. Et quand je lui ai répondu 6 mois, il m'a dit: «Bon, c'est bon, votre enfant est viable». Et ce qui voulait être rassurant, ne l'était pas pour moi. Ça veut dire, éventuellement, ce qu'on va faire va interrompre peut-être, la grossesse normale, en fait, c'est ça? C'est ça, parce que moi j'ai une grosseur, sur le palais. Pour moi, on va m'enlever la grosseur et puis ça va mieux. Enfin et puis on me laisse mon bébé tranquille dans mon ventre et on le laisse grandir et en fait, à ce moment-là, j'ai pas idée de ce qui se cache, derrière le palais et qui envahit le sinus parce que, on se rendra compte à l'imagerie que la tumeur fait déjà presque 7 centimètres. Elle est cachée finalement, on voit que la partie immergée, on peut dire? Exactement, on voit que la partie immergée qui à l'époque fait 1 ou 2 centimètres et on voit pas qu'elle a envahi le sinus, qu'elle est allée jusqu'à la base du crâne. Se pose même la question à un moment donné de savoir si on va passer en neurochir. En fait, il y a de par, mon statut de femme enceinte, tout un tas de questionnements auxquels on va, répondre au fur et à mesure, avec parfois des situations, assez extrêmes au point que, un vendredi, j'ai rendez-vous, pour voir l'évolution de la tumeur avec en perspective éventuellement un accouchement le samedi matin avec une zouzou en néonate pendant que moi je suis transférée le lundi matin, en néochir, dans un autre hôpital. Donc c'est des scénarios qui se mettent en place qui sont, à la fois rassurants parce que dans ces moments-là, on a envie que les choses avancent, on a envie d'aller attaquer la maladie et à la fois hyper anxiogène parce que comment on accueille cet enfant qui reste en néonate pendant que nous on part en neurochir? Ça fait peur quand c'est le premier, ça fait peur quand on l'a autant désiré, ça fait peur quand on a tout simplement envie de donner le meilleur à ses enfants et qu'on sait que de par sa propre maladie déjà, on commence par le mettre en danger donc c'est pas ce qu'on a dans l'ADN de maman. C'est pas du tout ce qui était prévu. Et alors Sabrina, c'est à cette annonce-là, où il te dit pas cancer, que tu sens que ça bascule? C'est quand ce moment, justement où tu prends conscience de la gravité finalement du problème? Très vite. Très vite en fait, le lundi où je vais, chez ce fameux dentiste, et j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que c'est un dentiste qui travaille aussi en milieu hospitalier, qui, connaît ces cancers assez rares et quand je vois, les témoignages des patients sur l'errance diagnostique, moi je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance et comme je le connais depuis un certain temps, je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis peut-être parce que j'ai un petit peu ce côté, je m'imprègne très vite des émotions d'autrui et je me rappelle encore, T'étais toute seule dans la consulte? que j'avais le papa de ma fille, qui était là aussi parce que je l'avais traîné chez le dentiste à l'occasion en lui disant: «Bah, c'est le moment, en plus il est super, viens te faire soigner, tu verras, il va faire ça bien». Je téléphone à ma maman et je lui dis: «Écoute, on va être en retard» et je l'entends encore, en fait, c'est là que je perçois que il y a une distorsion dans l'échelle du temps. J'ai déjà pris conscience de ce qui est en train de se passer et de tout ce qui est en train de faire, mon dentiste pour moi, de me faire une panoramique dentaire avec sa secrétaire qui va me chercher, dans le cabinet de radiologie d'à côté des tabliers en plomb pour protéger, mon gros ventre, mon dentiste qui attend son confrère qui revient au cabinet pour lui demander son avis, qui prend le temps d'appeler, son confrère ORL pour me trouver un rendez-vous et ma mère qui me dit: «Ah tu exagères, tu vas encore être en retard, ça va encore être trop cuit». Et là, déjà, il y a une dimension où on s'est dit: «Comment je vais lui dire? Comment je vais ancrer ça dans sa réalité?» Parce que déjà là, j'avais compris et ça s'est confirmé quand j'ai eu le rendez-vous au ORL et d'ailleurs, elle est venue avec moi parce que je commençais déjà à lui donner à voir que, il y avait quelque chose qui se passait et la photo de la biopsie
pour moi, c'était clair. Donc, j'avais commencé à me renseigner. Et d'ailleurs, pour en revenir à ta question sur la maternité, je me suis pas tant renseignée sur l'endroit où j'allais être le mieux soignée. Je me suis renseignée sur l'endroit où on allait prendre en compte mon statut de femme enceinte pour préserver mon bébé. Tu vois, en t'écoutant, j'entends que ce qui te préoccupe, c'est ta mère et ton bébé, quand même. Ah mais c'est la famille en fait, Mmh. c'est, après j'ai des origines italiennes donc ça il y a le côté famille qui ressort très fort. Mais c'est encore le cas maintenant, c'est que de toute façon, quand on me parle de la maladie, quand je me projette dans ce qui peut arriver, parce que malheureusement c'est même si on essaye de vivre l'instant présent, il y a des moments où il y a une projection qui se rappelle à soi. Je n'appréhende pas tant la souffrance physique que la souffrance qui va être, celle de mes proches, le jour où je serai plus en capacité de prendre soin de moi. C'est le pire, c'est l'idée d'abandonner ses enfants. Enfin, mon petit, il a même pas 3 ans. Donc, c'est l'idée que je ne sois plus en capacité d'assumer mon rôle de mère, mon rôle de femme, mon rôle de fille unique d'une maman veuve. C'est très dur de se dire, ouais, d'avoir l'impression qu'on va les abandonner. À ce moment-là, au moment de l'annonce et au moment où ça bascule, il y a plein de choses qui se jouent, on comprend dans ce que tu nous dis. Est-ce que avec le recul, là, tu peux dire: «Qu'est-ce qui m'a permis de faire face?» C'est comme dans plein de situations comme celle-là, c'est très ambivalent. C'est qu'à la fois, la maladie me dévore une partie du plaisir de la grossesse, d'être maman. Et à la fois, le fait d'être enceinte me porte, très fort pour accepter, la maladie, accepter les traitements qui me sont annoncés et puis, sortir de l'armure et me dire: «Je vais pas me laisser faire, quoi». Parce qu'il est pas question que je ne puisse pas élever ma fille. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je le voyais plus parce qu'il était dépressif, il était très malade. Il allait de maison de désintoxication en maison de désintoxication parce que tabac, parce que alcool. Et je sais ce que c'est que de grandir sans un parent. J'ai pas envie de ça pour ma fille à ce moment-là. Et donc, j'ai pas intérêt à échouer, quoi. C'est ça qui te donne ta force, là? À ce moment-là, je pense que c'est ce qui me donne la plus grande force. Après, j'ai l'amour de mes proches, dont ma maman, ma mamie. Il y a une espèce de symbiose entre nous qui est très forte, qui n'empêche pas que je me fasse engueuler parce que j'arrive en retard au dîner, mais enfin, il y a ce triptyque féminin, très, très fort et puis il y a les amis. Enfin, j'ai des amis, j'ai une chance incroyable de pouvoir m'appuyer sur eux sans tabou et de décrocher le téléphone avec n'importe quel moment, même si c'est pas dans ma nature. Mais rien que le fait de savoir que je peux le faire, Caroline, tu te reconnais, je pense et beaucoup d'autres, mais des amis d'enfance, sur lesquels on peut compter à n'importe quel moment, ça a pas de prix. À partir de ce moment-là, tout change. Explique-moi ce qui t'arrive, les grandes lignes de ce que tu vas subir, des traitements, des annonces et qui t'amènent jusqu'ici aujourd'hui. Ça fait 14 ans maintenant que j'ai été diagnostiquée. À ce moment-là, la priorité, c'est, de pouvoir laisser évoluer mon enfant, tout en surveillant la pathologie parce que, dans mon malheur, j'ai de la chance, c'est, un type de tumeur qui évolue lentement. Donc ça a flambé pendant le début de grossesse et puis à ce moment-là, ça se calme. Donc on fait le bilan d'extension, on a la biopsie, on sait que c'est malin. On a, l'IRM, le scanner, on sait que c'est très étendu puisqu'on est presque sur 7 centimètres, mais pas de métastase. Donc déjà ça, c'est encourageant. Ce qui m'attend, c'est une grosse chirurgie. C'est une radiothérapie et quand je dis grosse chirurgie, je parle de 14 heures d'intervention. En gros, on va ouvrir, tout ce qu'il y a entre l'œil et la lèvre. On va aller enlever la tumeur, on va prendre le maximum de marge autour pour qu'il y ait le moins possible de cellules cancéreuses qui restent. On va reconstruire en prenant une pointe d'omoplate pour refaire le palais, du muscle scapulo-dorsal, donc à peu près au même endroit pour, combler un petit peu la joue. On va prendre, de la côte pour refaire le plancher orbital et on va reconstruire tout ça, enfin, les chirurgiens hors pair vont reconstruire tout ça.
Je vais ressortir avec une sonde nasogastrique, c'est-à-dire un tuyau dans le nez qui me permet de m'alimenter, parce que je suis plus en capacité de manger à ce moment-là. Et une trachéotomie, donc un trou dans le cou pour respirer. Je vais passer en soins intensifs, je vais pas voir grand-chose de la première semaine, même pas ma fille, parce que finalement, j'ai pu accoucher un peu avant les 8 mois de terme, donc elle est pas considérée comme préma ou tout juste, et j'ai 3 semaines avec elle avant d'être opérée. Avec la perspective de l'opération que je viens de décrire, pour laquelle je m'étais, j'avais tanné les chirurgiens pour avoir des détails. Je m'inscris pas encore dans mon rôle de maman. Je suis plutôt dans le rôle de je passe le flambeau autant que possible à son papa, à ma maman, à moi. Je m'interdis de me l'accaparer, surtout pas, parce que je sais qu'on va être séparés et que j'ai pas envie de la faire souffrir. La première semaine après l'opération, je ne la vois pas du tout. Et après, je la vois à peu près 1 jour sur 2 parce que les infirmières et les administratives de Gustavo aussi s'organisent pour trouver une petite salle où je peux la voir au moins une demi-heure tous les 2 jours. Mais de toute façon, je suis épuisée parce que la reconstruction du maxillaire, de la zone que l'on a enlevée, échoue. Je fais une nécrose. Coup de pas de bol. J'avais pas le profil pour faire une nécrose. Est-ce que c'est la grossesse qui a engendré ça? Donc 3 semaines après, on enlève tout et on recommence. On prend la pointe de l'omoplate de l'autre côté, de la côte, non pas de la côte parce qu'à ce moment-là, on va pas jusqu'à l'œil. On reprend un bout de muscle de l'autre côté et on reconstruit. Et là, par contre, j'évite la trachéotomie. J'ai à nouveau la sonde dans le nez, la sonde nasogastrique, mais ça cicatrise très vite et 1 semaine après, je suis sortie de l'hôpital. Donc en tout et pour tout, je suis restée 1 mois à l'hôpital. C'est long, surtout quand on va mieux à la fin et qu'on n'a qu'une envie, c'est de retrouver son bébé. Mais c'était nécessaire, même si à un moment donné, se poser la question de soit reprendre la reconstruction, soit de mettre une prothèse pour que ce soit plus facile et que ça aille plus vite. C'est des prothèses qui sont un peu spécifiques. Alors maintenant, il y a des choses qui se font de mieux en mieux, hein, mais en gros, c'est un faux palais. Et en haut de ce faux palais, bah, il y a tout un comblement qui permet de redonner une structure au maxillaire, à la joue, mais à l'intérieur. Ça reste une prothèse, donc ça reste instable avec tout ce que ça peut susciter et un espace ouvert entre le nez, l'œil et la bouche. C'est pas ce qu'il y a d'idéal à ce moment-là, mais c'est une possibilité. Et là, on passe 1 heure avec le chirurgien à dire, «Bon alors il y a ça». J'étais rentrée chez moi 2 jours et il attendait que je revienne pour me dire: «Bon, Sabrina, on fait quoi? On repart, sur la reconstruction avec tout ce que ça implique?» Parce que le visage, c'est pas douloureux, mais alors les omoplates, c'est pas sympa et la sonde nasogastrique, c'est très désagréable. Est-ce qu'on repart là-dessus ou on tente la prothèse et ce sera plus facile? Mais par contre, dans le temps, je vous garantis rien, quoi. Et donc là, faut se faire un petit peu violence et se dire, «Ah, plutôt que le semi-marathon, je vais reprendre le marathon» et puis après aussi, ça pérennise un peu, la reconstruction, sachant qu'en plus, à ce moment-là, il sait pas me dire si les lambeaux ont nécrosé parce que j'ai une prédisposition à ça ou si c'était juste un accident, et que la prochaine, c'est la bonne. Donc ça se trouve, on refait tout ça, pour 3 semaines après dire: «On enlève», quoi. Mais tu repars. Je repars aussi parce qu'il y a le chirurgien et parce qu'il y a le père de ma fille qui pousse aussi à ça et qui m'avouera, après que de toute façon, il aurait pas quitté la chambre si j'avais pas pris cette option parce que, c'est quelqu'un d'extrêmement attaché, à l'apparence et pour lui, c'était pas concevable que j'ai une prothèse. On se rend pas compte, mais donc du coup, là, une prothèse, le résultat est tout à fait différent. En fait, on sait pas dire parce qu'après, je t'ai parlé de la radiothérapie et la radiothérapie là-dessus, elle va changer beaucoup de choses. Parce que alors même si maintenant il y a une évolution assez incroyable de la radiothérapie, même si en 2010, j'avais déjà pu bénéficier d'une radiothérapie qui était, très performante. Il n'en reste pas moins que ça détruit beaucoup de choses sur son chemin et que ça se voit pas forcément tout de suite. Il y a les brûlures immédiates, il y a les mucites sur les muqueuses et puis avec le temps, bah, il y a une espèce de fibrose des tissus, il y a des fragilités qui se créent et ça tire la peau, ça fait un effet un peu cartonné et donc ça brûle les graisses aussi. Donc ce qui a pu être reconstruit
c'est modifié par la radiothérapie. Je te vois, moi, Sabrina, et donc on voit que du côté gauche, ton œil est différent du côté droit. Et tu parlais d'apparence avec ton conjoint. Comment c'est justement pour toi cette apparence qui s'est modifiée? Alors c'est très dur au début. Quand je sors d'intervention, la première semaine, enfin déjà les premiers jours, je peux pas parler, j'ai la trachéotomie. Et quand je retourne en chambre classique, une des premières choses que je demande, à partir du moment où je peux commencer à me relever pour aller aux toilettes toute seule, c'est qu'on cache le miroir de la salle de bain. Et je ne veux pas me voir. Et j'ai peur de ce que je vais voir, j'ai peur de ce que je suis devenue. T'es pas prête? Non, et je sais pas si de toute façon, à un moment donné, on l'est. Donc c'est mon premier réflexe. Et après, je suis entourée par des aides-soignantes adorables, des infirmières adorables. Et pour rentrer dans les détails un peu glauques, on a ouvert beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de sang. Et du coup, j'ai des cheveux imbibés de sang et de bétaline. Et ça dure une semaine. Et je n'en peux plus. J'ai juste envie qu'on me nettoie les cheveux. En plus, on est au mois d'août et tout ça. Donc, quand je commence à reprendre un peu mes esprits, c'est vraiment le truc. J'ai cette obsession de me dire, je voudrais qu'on me lave les cheveux. Et là, me font une espèce de petit chantage, mais au sens positif du terme. Il y a ma mère et ma grand-mère dans la chambre. Il y a Najette, une aide-soignante dans la chambre aussi, qui me dit: «Oui, mais tu sais, ce serait bien que ce soit l'occasion qu'on enlève, ce qu'on a mis sur le miroir. Je suis sûre que tu te fais une idée, pire que ce que ça n'est. Allez, on y va». Et là, déjà, c'est le premier pas. Mais effectivement, c'est plus l'image que j'avais de moi. Alors déjà qu'avant j'étais complexée, mais alors là, j'ai toutes les raisons de l'être. Et puis les premiers temps, au début, le lambeau se dégonfle, l'œil se replace bien et puis après avec la radiothérapie, il y a cet effet de fibrose qui se met en place, il y a l'œil qui s'affaisse et ça va devenir obsessionnel. Je ne vais pas cesser de casser les pieds au plasticien pour qu'il me remette l'œil en place. Sauf qu'on a beau faire, je sais pas, je crois qu'il y a eu une dizaine de chirurgies, plastiques. Il y a rien à faire et voire à un moment donné, ça se passe très mal parce que je fais une hémorragie. Donc, urgence, intervention, enfin bon, un gros bazar et puis là, ça met un petit peu le coup d'arrêt quand même. Je me dis: «Bon, on va se détendre» et puis en fait, je commence à accepter mon image, petit à petit, mais le père de ma fille, lui, il l'accepte pas. Vous avez des discussions là-dessus? Bah non, on n'en parle pas. Enfin, moi, je lui tends la main, mais il ne la prend pas. Et la fois, on arrive à en parler, il me lâche devant des amis, des amis qui m'ont justement aidé à aborder ce sujet parce que ça devient tellement compliqué qu'il y a des tensions qui naissent, que c'est plus supportable au quotidien. Et en fait, il crache, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes avec ta maladie. Et là, ouais, reconstruis-toi après ça. Donc, à sa décharge, il a vu des choses très difficiles, notamment pendant que j'étais en nécrose. Il a pris un peu la posture de l'infirmier et ça, je le déconseille à n'importe qui. Les aidants, vous êtes pas là pour être les infirmiers, pour aider les infirmiers, pour aider, les médecins à comprendre la situation, faire les démarches, tout ce qu'il faut, mais surtout, surtout, gardez de votre posture d'aidant et ne prenez pas celle des soignants parce que ça peut créer des situations très délétères, tant pour celui qui aide que pour celui qui est aidé. En l'occurrence, de toute façon, il y avait déjà un terrain qui était fragilisé et l'épreuve de la maladie, soit elle renforce le couple parce que c'était déjà un couple qui était stable, soit elle accélère la désunion, mais c'est pas la maladie en elle-même qui est responsable de ce qui se passe. Et donc, le «tu me dégoûtes», il fait mal quand même. C'est un peu dur. Donc même si après, il y a rétropédalage et tout ça, c'est tombé et puis de toute façon, moi j'ai pas encore fait tout ce chemin que j'ai fait depuis et je m'assume pas du tout à ce moment-là et je finis par partir parce que c'est devenu insupportable et je trouve que c'est même toxique pour ma fille de grandir dans cet environnement et quand je pars, je me dis que de toute façon, je suis étiquetée célibataire avec, ma gueule cassée et mon épée de Damoclès au-dessus de la tête et puis point barre, j'élève ma fille et puis, je m'épanouis sur autre chose et advienne que pourra quoi, mais j'assume.
c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Tu as pris ta fille, tu es partie. Alors, j'ai pas pris Waouh! ma fille, je suis partie parce que je voulais pas la priver de son papa non plus. Et puis, quand tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce serait quand même très égoïste de t'accaparer ton enfant et puis de dire dans quelques années, bye bye, tiens, tu retournes chez papa. Donc, c'était surtout pas ce que je voulais. Et justement, j'ai essayé de l'accompagner dans ce oui, tu es capable d'être papa et que tu es capable d'être en garde alternée. Donc, au début, il était complètement désœuvré par rapport au travail, mais je peux pas, comment je vais faire? Et ben alors regarde, peut-être que tu me dis que ça prend beaucoup de temps le jeudi d'aller au bureau. Peut-être que si tu veux, on fait pas une semaine. Tu t'arranges avec ton employeur pour être en télétravail le jeudi. Comme ça, tu peux garder la petite mercredi soir, jeudi. Et puis le vendredi matin, tu la remets à l'école et puis un week-end sur 2 et comme ça, tu as ton rôle de papa, et ça a fonctionné. Ça a permis à ce que la petite puisse rester en garde alternée et ne pas être coupée, de son papa. C'était surtout pas ce que je voulais. Oh, bravo, hein, parce que tu t'es occupée de ça. Oui, je le paye cher, mais je m'en suis occupée. Mais pour toi, c'était, il fallait que tu t'en ailles, quoi. Ah oui, parce que, en fait, je me rappellerai toujours, je crois que je lis un article, c'était Rose Magazine, ça c'est sûr. J'avais, fait un shooting photo avec ma fille justement, sur la problématique, maman cancer, et ce shooting photo à l'époque, il m'avait fait beaucoup de bien parce que j'y avais été avec ma fille, donc c'était un petit peu mon petit bouclier. Et passé entre les mains d'une socio-esthéticienne, alors c'était pas une socio-esthéticienne, c'était, une maquilleuse, mais maquillée, coiffée, avec le sourire rayonnant que pouvait susciter, la présence de ma fille et la complicité pendant le shooting, bah, je me suis dit: «En fait, arrête de voir de la symétrie, vois juste ce que tu renvoies». Ça veut pas dire que j'y arrivais encore, mais c'était le début. Et je lis un post de Rose Magazine qui parle de l'association, qui fait allusion à ce shooting photo et je vois la pétillante Sabrina. Et ces mots, ils m'ont touchée et je me suis dit, mais en fait, elle est en train de mourir, la pétillante. Parce elle est pas bien dans sa vie. Et si j'ai plus cette pétillance, qu'est-ce qui va me rester à transmettre à ma fille? Est-ce que là, elle va être heureuse dans cette ambiance? Et je voyais une petite mort de l'idéal familial, que j'avais en tête et puis une petite mort de ma personnalité parce que je perdais cette joie de vivre et je m'étais pas battue pour vivre dans l'amorosité. Tu fais le choix de partir, avec tout ce que ça comporte. En plus, tu t'occupes, du lien avec le papa, tout ça et donc enfin moi, je vois tout de suite, le travail, ta fille, le fait que tout marche bien, le fait qu'il faut encore plus d'argent pour se séparer, donc je me rends compte et je trouve ça énorme, bravo et raconte-nous à partir de ce moment-là, parce que j'ai l'impression que tu as fait un chemin. Alors un peu, une des choses qui m'a donné le courage de partir, c'est, encore les amis. Mon amie Cécile qui me dit, «Ça te dit pas, d'aller faire des cours de salsa là? Il y a des groupes de danse, ça ferait du bien et tout ça». Alors danser, je suis une grosse pataude, j'ai pas le sens du rythme, j'ai perdu l'audition d'une oreille, en plus je vois pas bien et en plus je vais danser avec des hommes qui vont être juste face à mon visage, alors que j'ai juste une envie, c'est de le dissimuler autant que possible. Enfin, c'était l'opposé de ce dans quoi je pouvais me projeter. De tout ce dont je me sentais capable, en tout cas, parce qu'aller danser, ben oui, pourquoi pas, avec Cécile plus encore, mais dans les conditions qui étaient les miennes, allez, viens, nanana. Et du coup, petit à petit, l'idée fait son chemin, et toutes les deux, on se met à la bachata et à la salsa. Je galère. La première année, je galère. Jusqu'à temps de tomber sur un super prof et tonton Thierry, si tu nous entends de là où tu es, qui va me dire: «Mais Sabrina, assume ta féminité. Bouge, bouge, bouge tes hanches, tu une femme», et puis en fait, à coup de bienveillance comme ça et de réveiller la féminité, je retrouve cette part de femme que la part de maman et la part de malade avaient complètement ensevelie, en fait. Et puis petit à petit, pour danser, je vais prendre un peu plus soin de moi et puis je vais prendre confiance. Je serai jamais une grande danseuse, hein, mais
je vais progresser et je vais prendre du plaisir à danser. Je vais arriver à me laisser aller en me laissant guider par un danseur, ce qui était très difficile au début. Ça va grandement contribuer à reprendre confiance en moi. En tout cas, à plus m'assumer et à me dire, en fait, le gars qui te regarde au bout du rayon pendant que tu fais tes courses, c'est peut-être pas parce qu'il a vu ta gueule cassée, c'est peut-être tout simplement parce que tu as attiré son attention. Jusqu'à là, j'étais, si on me regarde, c'est parce que je fais peur. Sauf qu'on m'a donné à voir que, bah non, peut-être que j'avais un charme qui est le mien. Et puis, même si je m'étais dit que, enfin, c'était une illusion que de croire que je pourrais faire ma vie, donc j'avais pas du tout cette perspective-là. Je me suis quand même inscrite sur des réseaux sociaux. Du coup, on sait jamais. Je voulais pas me faire de faux espoirs, mais je voulais pas non plus ne pas me donner cette chance. Et puis au moins de faire des belles rencontres, sait-on jamais. Et puis bah là, j'ai eu une chance inouïe. J'ai rencontré l'homme avec qui je vis maintenant, qui est le papa de mon fils. Bertrand, c'est l'homme de ma vie. C'est celui qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a donné à voir que je n'étais pas que ce reflet dans le miroir ou cette photo prise dans un mauvais angle, mais que ce qui me rendait belle, parce qu'il me le dit. Alors au début, je le croyais pas, puis finalement, allez, ça fait du bien qu'il me le dise. Et il me dit, ce qui rend belle une femme, c'est pas qu'un visage, c'est pas qu'un corps, c'est tout ce qu'elle rayonne en fait. Je suis désolée. Sabrina, elle me fait pleurer, pleurer, pleurer. Eh ben, je m'attendais pas à tout ça ce matin et ça doit résonner évidemment dans ma vie, j'imagine. Donc ça me touche beaucoup parce que je comprenais pas en fait. T'es partie, mais j'avais compris que tu avais eu 2 enfants, donc je me disais mais il y a qu'un truc que je comprends pas, donc c'est ta rencontre avec Bertrand. Trop bien. Et là, est-ce que tu peux me dire, médicalement, pour comprendre en fait tout ton parcours avec la maladie, chirurgie énorme, plusieurs fois, radiothérapie qui modifie la chirurgie, et après ça, ta séparation, ta rencontre, et puis quoi? Et puis, bah, dans les effets de la radiothérapie, il y a ceux qui touchent aussi les glandes endocrines. Donc, en l'occurrence, dans mon cas, l'hypophyse est dans le champ de l'irradiation. Donc, à un moment donné, je commence à me poser des questions par rapport à mon cycle. Et puis, il a fallu un certain temps avant qu'on me dise peut-être que c'est déréglé parce que l'hypophyse dans le champ d'irradiation. Donc, je rencontre une endocrino qui me fait faire tout un tas d'examens et qui me dit bah oui, l'hypophyse fonctionne moins bien, donc si vous vouliez un deuxième enfant, ça va être compliqué. Et pendant longtemps, on s'était posé la question de ce deuxième enfant, jusqu'à temps que je me rends compte que de toute façon, c'était trop compliqué avec le papa de ma fille et que ce serait une aberration que d'avoir un deuxième enfant. Et puis, bah, dès lors qu'on s'est séparés, enfin moi j'avais complètement enterré cette idée, ça faisait plus sens. Et puis plus encore parce que de toute façon, pour avoir un deuxième enfant avec cette nouvelle information, il aurait fallu un traitement hormonal. Et qui dit traitement hormonal dit potentiel risque de récidive. Donc voilà, comme on savait pas me dire quels étaient mes risques de récidive, même si plus je m'éloignais des traitements initiaux et moins le risque était grand, il n'en reste pas moins que j'avais gardé en tête que la chirurgie n'avait pas pu enlever toutes les cellules tumorales puisque il était resté le long des gaines nerveuses des cellules tumorales. J'avais quand même ça en tête. Donc quand je rencontre Bertrand, bah voilà, je peux pas avoir d'enfant de toute façon. Ma gynéco me dit que je suis ménopausée, l'endocrino me dit que ça marche pas bien. Bon, bah non en fait. Donc voilà, notre petit bonhomme nous a choisis et c'est la plus grande chance qu'on puisse avoir. De renforcer encore plus notre cellule familiale, notre amour au travers de ce qu'on a de plus cher et de ce petit bonhomme qui est un véritable rayon de soleil avec ses grandes sœurs. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui était à craindre malheureusement se vérifie. Les cellules qui étaient restées cachées malgré la radiothérapie se réveillent. Donc à ce moment-là, moi je sais pas encore si ça va être le cas. J'ai l'espoir de me dire si ça repart pas avec la grossesse, je suis guérie. Alors que sur ces pathologies-là, c'est les carcinomes adénoïdes kystiques.
On peut rarement les considérer comme guéris, sauf à être sûr d'avoir tout enlevé. Donc là, c'est aussi l'opportunité de se dire: «Ça se trouve, je suis guérie». Eh ben non, on refait des examens après la grossesse et là, on découvre 3 nodules à la base du crâne pour lesquels il n'y a pas de traitement médicamenteux. On n'envisage pas de chirurgie parce que c'est trop près de la barrière méningée, parce que c'est trop près des artères et puis, bah, réirradier un terrain déjà irradié, ça s'envisage, mais à quel prix? Donc bah, là, j'en suis dans la phase où, on observe, ça évolue millimètre par millimètre, mais ça évolue quand même et on va pouvoir maintenant faire une biopsie pour aller faire une étude, génétique de la tumeur et aller à la recherche de marqueurs, en espérant qu'il y ait des thérapies ciblées ou qu'il y ait un traitement. Alors dans un monde parfait, détruire, les nodules existants. Dans un monde idéal, au moins retarder leur évolution, les stabiliser, oui. OK, donc on en est là, avec cette maladie qui est là, pour l'instant, pour laquelle on peut rien faire et cet enfant qui a 3 ans, tu as dit, hein, c'est ça? Bientôt. Baptiste, et qui est arrivé, tout seul comme ça? Enfin tout seul, je suis pas la Vierge Marie non plus, mais qui est arrivé sans crier gare et pour le plus grand bonheur de ses parents et de ses grandes sœurs. Donc c'est le cadeau inespéré. Enfin, il y avait tout qui disait que c'était pas possible. Alors, j'ai des petites questions à te poser et une question qui, moi, me taraude particulièrement. J'ai l'impression qu'on a déjà évoqué un petit peu au début, mais est-ce que tu as peur? J'ai une vision de la mort qui, n'est pas forcément anxiogène. Je pense que j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de ne plus être là, j'ai peur de partir trop tôt et d'abandonner ceux que j'aime. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai grandi sans mon papa. Je sais à quel point ça peut faire un manque, même si j'ai eu beaucoup d'amour par ailleurs. Tes parents, c'est tes parents. Donc j'ai pas envie d'abandonner tous ceux que j'aime. C'est trop tôt. J'aurais beau tout faire pour essayer de préparer, quand tu plus là, tu plus là. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur d'être dépendante aussi, parce que je suis très investie, dans l'association de patients, pour laquelle je suis bénévole. Donc là, c'est plus facile. J'essaye de transmettre autant que faire se peut pour que l'association, elle perdure, mais le plus facilement possible pour ceux qui vont reprendre le flambeau et qui sont déjà en train de le faire. Mais voilà, je sais que ça, c'est possible. Enfin, on peut transmettre. Mais oui, j'ai pas envie de laisser ma maman toute seule. J'ai pas envie de laisser mon conjoint tout seul avec les enfants. Donc la peur, elle est vraiment dans, qu'est-ce que je leur apporte maintenant qui va leur manquer après? Avec toutefois cette nuance de, la maladie évolue très lentement et bah, peut-être que finalement on se dira, bah, on reprend une radiothérapie et il y aura des souffrances ou des séquelles qui vont avec, mais peut-être que ça me permettra de continuer aussi, à vivre, plusieurs années. Peut-être que la science qui évolue tellement vite, pourra me proposer une thérapie ciblée avant qu'il soit trop tard ou que sais-je. Donc voilà, j'ai cette peur d'abandonner les miens. J'ai pas trop cette peur de souffrir parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais plus d'être dépendante, de devoir demander plutôt que d'apporter et j'ai cet espoir par contre, de me dire: «Bah, la médecine va continuer à évoluer et je vais peut-être, au moins profiter, encore un certain temps de ce que j'aime ici, quoi». L'espoir donc dans toute l'évolution des traitements, l'espoir coûte que coûte. Comment tu le places ton espoir, toi? En fait, quand tu vis un tel parcours, t'apprends que tu peux pas trop anticiper. Tu découvres au fur et à mesure que, alors il y en a qui arrivent à le faire sans, hein, mais que l'instant présent, il y a que ça de vrai. Tu peux pas t'attacher à des pronostics qui concernent, un groupe, puisque à l'échelle individuelle, les pronostics, ça veut rien dire. Donc je suis plutôt à l'écoute des soignants et j'ai la chance d'être très bien entourée, d'être très bien accompagnée.
Je suis plutôt à leur écoute de dire, à ce moment-là, c'est, la protonthérapie, à ce moment-là, c'est, la thérapie ciblée qui sera le plus efficace pour toi parce que telle et telle chose. Sans oublier d'aller les titiller, aussi et d'aller les challenger pour, il y a ça qui existe, est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que ça correspond à ma situation? Donc, ils me connaissent maintenant, ils savent à quel point je peux être, une force de Challengeuse. ouais, voilà, une challengeuse, force de proposition. Des fois, ça fait sens, des fois, ça fait pas sens. Et j'ai la chance, au travers de mon activité associative, de côtoyer des chercheurs au quotidien. Et j'essaye de transmettre ça à nos adhérents et aux bénévoles, et puis à tous ceux qui nous lisent. Et c'est une des missions de l'association, c'est de donner à voir qu'il y a de la recherche, donc qu'il y a de l'espoir. Parce que rien que de fait de savoir qu'il y a des personnes qui essayent de trouver une solution pour nous, c'est déjà, aussi infime soit-il, une source d'espoir. Et puis je suis très accompagnée en, ce qu'on appelle soins de support. Certains diront soins de confort, mais je trouve que c'est un petit peu osé de dire ça quand on voit la nécessité, à laquelle il faut répondre, par rapport, au traumatisme, qu'on vit, parce que c'est quand même extrêmement anxiogène, par ailleurs. Et moi, je suis bien accompagnée, que ce soit, en hypnose, en shiatsu, en chiropraxie. Grâce à mon conjoint, je m'autorise à prendre soin de moi. J'en fais même, un des éléments essentiels pour continuer à aider les autres, parce qu'il me rappelle souvent que, comment je peux prendre soin des autres si je commence pas par prendre soin de moi-même. Et donc tout ça, ça m'ancre dans le présent, et des fois où notamment autour des périodes de contrôle, c'est difficile, hein. En général, la peur, elle se place là. C'est quoi tes contrôles à toi et c'est tous les combien? C'était tous les 3 mois, on était passé à 6 mois parce que c'est évolué doucement, et là on revient à 3 mois. Ça, c'est des périodes qui sont très anxiogènes, et là où je vois que tout ce dont je te parlais dans l'accompagnement que j'ai, l'amour de mes proches et aussi ces soins de support qui m'apportent beaucoup de sérénité, et c'est des alliés, en fait, parce que, il y a 15 jours, je pleurais, dans la salle de consultation, en disant à mon chirurgien que j'étais angoissée de ce qu'il allait me dire. Et puis aujourd'hui, j'arrive à te parler de ça, et entre-temps, à avoir, souri, rigolé, et fait plein d'autres choses. Donc, j'ai appris à accepter de, oui, là j'ai peur, c'est normal. Là je suis triste, c'est normal. C'est tout à fait légitime. OK, c'est là. Maintenant, il y a quoi? Maintenant, il y a mes enfants qui ont envie de partager avec moi. Maintenant, il y a les bénévoles de l'asso, qui ont, envie d'avancer, pour, aider les adhérents, pour aider, les malades et les aidants. Aujourd'hui, il fait beau, il y a la forêt à côté. Prends ce qu'il y a autour de toi, prends ce que tu peux faire pour l'instant. Quand on me parle de retraite, je dis: «Je m'en fous». Parce que clairement, ce serait, presque miraculeux. Mais d'ici là, il y a encore plein de choses à vivre, et si je passe ma vie à me poser des questions, à me morfondre, à me dire, «Ça se trouve dans 6 mois, t'es plus là», non, en fait, ça marche pas. Donc c'est maintenant. Anticipe, bien sûr, j'ai fait un testament. Le nécessaire est prêt, si ma situation doit s'aggraver subitement, ce qui est normalement pas prévu parce que ça évolue lentement. Maintenant que ça s'est fait, c'est maintenant, c'est le présent. Et du coup, je vais te poser la question du podcast, le pourquoi en 2 mots. Est-ce que tu as la sensation que cette maladie qui s'est mise en travers de ton chemin, est-ce que tu lui donnes un sens? Est-ce qu'elle t'a transformée? Est-ce qu'elle t'a donné quelque chose? Alors transformer, c'est sûr. Aussi difficile à comprendre que cela puisse être, je voudrais pas changer ma vie de maintenant. Bien sûr, je préférerais ne pas être en récidive et avoir la perspective, de vieillir, d'accompagner mes enfants le plus longtemps possible. Mais par contre, les épreuves que j'ai traversées, elles sont derrière moi. Elles m'ont apporté beaucoup de choses. Elles, compliquent mon quotidien. Ça, c'est une évidence parce que j'ai beaucoup de séquelles. Donc je ferais bien sans. Mais pour autant, est-ce que j'aurais ce regard sur ma vie? Est-ce que j'aurais cette capacité à apprécier tout ce que j'ai autour de moi au travers de l'amour de mes proches? Est-ce que je serais en capacité aussi d'avoir cette ouverture d'esprit sur la différence, de comprendre aussi bien ceux qui souffrent pour essayer de les aider? Je suis pas sûre. Tu dirais,
quelque chose qui tient du savoir, en fait, quelque chose qui tient de l'éveil, c'est ça, ce que ça t'a amené? En gros, c'est une épreuve de la vie qui est très difficile, que je ne souhaite à personne. Mais je ne sais pas si dans mon cas, je serais aussi heureuse maintenant si je ne l'avais pas traversée. Je ne voudrais pas gommer cette épreuve parce que elle m'a construite telle que je suis maintenant et même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, je dois progresser, ma vie en tout cas, elle est belle parce que j'ai plein de gens qui m'aiment autour de moi et parce que je ne suis pas sûre que dans un monde aussi superficiel que celui dans lequel on vit maintenant, j'apprécierais autant, ces choses simples qui émanent de l'amour de son entourage, en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les cancers tétéco, ils sont peu connus. Ils sont peu connus et du coup, ils sont diagnostiqués souvent à un stade avancé. On estime que 70 des diagnostics sont tardifs. Ça concerne bien sûr les personnes qui boivent, qui fument, mais pas seulement. Il y a aussi, le papillomavirus qui est un facteur de risque et il y a aussi toutes les raisons qu'on ne connaît pas pour lesquelles, des personnes qui ont, une hygiène de vie, classique, sans excès, développent ces pathologies et qui passent au travers des mailles du filet parce que, bah, non, vous êtes trop jeune pour avoir un cancer, non, vous faites du sport, vous fumez pas. Stop, 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 stop. Les gens, on les met pas dans des cases. Si vous avez un symptôme, aussi banal soit-il, que ce soit un afte dans la bouche, une narine qui coule, que ce soit une grosseur dans le cou, une difficulté à avaler, que ce soit un mal de gorge, que ce soit, une rougeur, quelque chose qui ne s'explique pas et qui perdure plus de 3 semaines, consultez. Si ça perdure et plus encore si c'est asymétrique, il faut consulter. Mais malheureusement, si votre médecin vous dit c'est pas grave, c'est dans votre tête, si au bout de 3 antibiothérapies, il vous donne des antidépresseurs parce qu'il vous dit que vous êtes hypocondriaque, fuyez, allez voir quelqu'un d'autre qui aura connaissance des cancers tétéco et qui saura que si un symptôme persiste plus de 3 semaines, il faut investiguer. Merci Sabrina d'être passée me voir. Merci Magali de m'avoir invitée. Et bonne route. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.